Alfredo Hernandez, donc directeur de recherche au LTSI, qui va nous faire le point plus précisément sur les travaux de la chaire. Alfredo. Merci. Bonjour à tous et merci Philippe et à la Fondation pour l'organisation de cet atelier. Je vais vous parler aujourd'hui de deux temps. Un premier temps sur les activités qu'on mène dans notre équipe et au LTSI autour de l'optimisation de la prise en charge des pathologies chroniques, et en particulier en exploitant ces données massives d'un plan connecté. Et puis, plus précisément, dans un deuxième temps, je vous montrerai ce qu'on a développé dans le cadre de la chaire qui nous rejoint aujourd'hui concernant le parcours de données qui va depuis l'implant jusqu'au traitement, et cette vision qui a été réalisée dans cette chaire tout à fait alignée avec la préparation de ces nouvelles architectures et leur introduction dans des socles communs comme vient d'être présenté juste avant. La diapo ne passe pas avec ma télécommande. Ah, OK. Donc voilà, le contexte général est celui que vous connaissez, hein, c'est les pathologies chroniques qui sont aujourd'hui un challenge majeur dans le monde, en particulier en Europe, qui est particulièrement vieillissante. Prochaine diapositive. Et donc, en particulier, les pathologies cardiovasculaires représentent un taux de mortalité particulièrement important. Vous le voyez là en rouge. Ce sont en fait les pathologies qui nous intéressent dans cette chaire. Prochaine slide. Et puis, l'impact sociétal de ces pathologies est significatif. D'abord sur le statut, la qualité de vie et l'état des patients, sur les coûts hospitaliers et tout un ensemble d'autres aspects que vous voyez, que vous pouvez bien voir dans ce rapport que vous voyez dans le QR code de la Commission européenne. Prochaine slide. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour améliorer la prise en charge de ces pathologies chroniques? Il y a plusieurs volets que vous voyez dans ces diapositives dans lesquels la recherche est fortement investie. Ces volets vont de la prévention, l'amélioration de la prévention, de l'accès aux soins, l'optimisation des ressources hospitalières et jusqu'à la proposition, par exemple, de thérapies combinées, dispositifs pharma, par exemple, en boucle fermée et personnalisée. Donc, dans tous ces volets que vous voyez là, l'impact potentiel des traitements massifs de données et de l'apprentissage automatique est évidemment très clair. Mais je ne vous cache pas que la problématique sous-jacente, ces pathologies chroniques, représente une complexité particulière. Prochaine diapositive. Alors, ces pathologies sont d'une part multifactorielles. Donc, elles impliquent différents organes, différents systèmes physiologiques. Elles associent souvent des multiples comorbidités, ce qui implique que souvent, ces pathologies sont traitées par différents acteurs de santé qui travaillent dans des silos de façon indépendante. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et puis, par définition, donc, ces pathologies chroniques nécessitent d'un follow-up à long terme. Et pour représenter cette difficulté de follow-up ou de suivi à long terme, je vous présente ce diagramme dans lequel nous avons la fonction physique des patients par rapport au temps. Et chaque patient dessine donc une trajectoire différente, comme vous voyez dans la diapositive, dans ce plan. Par exemple, après un premier épisode et une hospitalisation, on peut imaginer l'application d'une thérapie optimale qui va rendre donc une thérapie efficace pendant un certain temps. Et on peut imaginer aussi qu'après un certain temps, ce patient pourra suivre des décompensations à répétition, avec des hospitalisations à répétition, par exemple, ou une détérioration plus ou moins rapide de sa fonction physiologique. Prochaine diapositive. Alors, comme je vous le disais, la principale difficulté dans ce contexte-là, c'est l'observabilité limitée que nous avons.
sur ces périodes en rouge. Sur ces périodes en rouge, nous ne pouvons pas observer les principales variables physiologiques de ce patient qui pourraient nous permettre de détecter précocement les événements et puis d'éviter certaines hospitalisations ou des effets secondaires. Prochaine diapositive. Donc, l'objectif principal de nos travaux dans ce domaine est d'améliorer la prise en charge de ces pathologies chroniques en exploitant des données massives des multiples sources et en appliquant les méthodes que nous proposons, des traitements des données et d'apprentissage automatique. Prochaine diapositive. Et donc, la clé pour nous, dans cet axe de recherche, a été d'exploiter l'implant, des implants communicants, comme un moyen à la fois d'améliorer l'observabilité sur toutes ces périodes que vous voyez en vert dans les diapositives, mais aussi utiliser l'implant comme vecteur pour améliorer le diagnostic et améliorer la thérapie. Prochaine diapositive. Ceci représente évidemment un certain nombre de challenges et d'opportunités. Ceci nécessite de développer de nouveaux capteurs dans ces prothèses, d'acquérir, de transmettre l'information utile, d'intégrer dans des serveurs externes des données de multiples sources pour pouvoir traiter ces données pour enfin pouvoir proposer des nouveaux marqueurs numériques, par exemple pour le diagnostic ou la thérapie. Et ces nouveaux marqueurs numériques peuvent nous permettre de développer de nouveaux capteurs. Donc, vous voyez, c'est un cercle itératif vertueux qui peut être implanté d'innovation autour de ce domaine. Prochaine diapositive. Donc, à titre d'exemple, nous travaillons dans ces domaines depuis plus de 15 ans. À titre d'exemple, nous avons, il y a une dizaine d'années, proposé des réseaux neuronaux convolutifs que vous voyez dans cette diapositive et qui vont venir traiter les données acquises des électrodes implantées à l'intérieur du cœur pour proposer ou pour estimer des nouveaux marqueurs de l'activité électrique cardiaque. Ces travaux ont été brevetés, ont été évalués et ont été transférés à l'industrie. Et aujourd'hui, ce type d'approche peut être relativement facilement appliqué on the edge, comme on dit, à l'intérieur de la prothèse, avec des développements technologiques récents qui les rendent tout à fait faisables. Cependant, ce type d'approche, ce sont des approches qu'on appelle à boîte noire, non explicables, et représente un certain nombre de limitations. C'est pour cela, prochaine diapositive, que nous avons aussi depuis plus de 15 ans développé des approches qu'on appelle des gray box ou transparents, des modèles dans lesquels on va représenter explicitement les connaissances physiologiques et physiques des pathologies sous-jacentes. Par exemple, ici, l'activité électrique et mécanique cardiaque, la circulation, la régulation autonomique. Et avec ces modèles explicites, on peut appliquer des méthodes de traitement originaux que nous avons proposés, de raisonnement à base des modèles. Et c'est grâce à ces types de méthodes que nous avons pu, prochaine diapositive s'il vous plaît, que nous avons pu proposer par exemple des biomarqueurs de l'activité électromécanique cardiaque qui étaient basés sur l'utilisation d'accéléromètres placés à l'intérieur du cœur. Là, à nouveau, nous avons breveté, évalué et transféré ces innovations à l'industrie. Prochaine diapositive. Alors, nous avons un implant qui pourrait progressivement embarquer des capteurs avancés, du traitement avancé. Maintenant, pour que ça soit utile, comme je disais tout à l'heure, pour le suivi longitudinal du patient, il faut que ces implants soient capables de transmettre ces informations à une plateforme qui puisse les regrouper, les traiter. Donc, nous avons travaillé sur ce type de proposition de plateforme avec des industriels dans le passé. C'est l'image que vous voyez à gauche. Donc, des plateformes qui permettent d'extraire les données de l'implant, l'amener à une plateforme des calculs. Et en parallèle, nous avons développé donc, un système, une plateforme qu'on appelle Ascent, qui est basée sur un cloud privé et souverain académique, destiné à la recherche académique sur des données anonymisées. Donc, pour faire les parallèles avec la présentation précédente, c'était
début de construction de notre maison avant la stabilisation du PLU qu'on commence à voir aujourd'hui, évidemment respectant le PLU de l'époque, il y a 10 ans. Prochaine diapositive. Et l'objectif aujourd'hui, comme on le voit, le PLU commence à stabiliser, tous ces types de plateformes commencent à gagner de la maturité et montent en escalabilité. Et donc, c'est dans ces contextes que, dans le cadre de la chaire, nous avons travaillé sur une nouvelle architecture qui puisse être plaquée dans le futur proche sur ces modules communs qui ont été décrits, notamment le Health Data Hub, qui ont été décrits dans la présentation précédente. Donc, comment ça marche? Aujourd'hui, les implants des différents constructeurs, prochaine diapositive, sont uploadés régulièrement à des clouds spécifiques à chaque constructeur d'implants. Prochaine diapositive. Et dans les centres de télécardiologie des différents hôpitaux et dans le cadre de la routine des soins courants, les professionnels de santé peuvent télécharger des rapports de ces clouds. Et ces rapports, pour chaque patient et pour chaque événement, sont stockés dans des data lakes internes donc à l'hôpital. Prochaine diapositive. Donc, dans notre approche, ce que nous proposons, c'est de pouvoir exploiter, extraire de l'information de ces data lakes hospitaliers, de la traiter localement et la anonymiser pour ensuite, s'il vous plaît, la transmettre à la plateforme Ascent qui permettra donc la centralisation et le traitement massif de ces données. Prochaine diapositive. Donc, dans le cadre de cette chaire, nous nous sommes concentrés sur ces 4 modules en vert. Je vais vous présenter très rapidement ce que nous avons fait autour de ces 4 modules. Prochaine diapositive. Donc, le premier module, c'est l'application qu'on appelle RADI, qui est destinée à être implantée dans l'hôpital ou installée dans l'hôpital. Et le premier problème qui doit être résolu ou qui est résolu par cette application, c'est un problème d'interopérabilité. Il a été évoqué aussi dans la présentation précédente. Malheureusement, différents constructeurs vont produire différents types de fichiers avec différents types de données qui ne sont absolument pas compatibles entre eux, avec souvent une quantité de données exposées qui est très limitée. Et par exemple, dans notre cas particulier, on retrouve beaucoup d'images bitmap au lieu des séries temporelles qui nous intéressent. Prochaine diapositive. Dans les cadres de cette chaire, nous avons eu la chance de travailler avec les équipes de Medtronic qui ont créé le cloud de Medtronic. Et avec eux, on a installé un bridge que vous voyez en vert dans cette diapositive et qui nous permet de télécharger des données du cloud et de les exporter dans un format qui est ouvert et que nous pouvons parser sans aucun problème. Ce qui fait que pour les données de ces constructeurs, nous pouvons donc récupérer un maximum d'informations de l'implant. Prochaine diapositive. Nous avons également travaillé sur les rapports générés par les autres constructeurs pour essayer d'extraire un maximum d'informations de ces différents constructeurs. Et à partir de ces données hétérogènes, nous avons créé une base de données homogène en utilisant un format de représentation de données propre. Sur ces données, nous appliquons des méthodes d'anonymisation dès l'état de l'art. On est très investi dans ces activités d'anonymisation très poussées qui intègrent des règles de randomisation, de généralisation et des simplifications des données qu'on va uploader. Nous faisons aussi évidemment un traitement local qui peut arriver jusqu'à une extraction des caractéristiques localement afin de justement réduire et maximiser donc l'anonymisation de ces données. Et puis, ces données sont transférées, ces données anonymisées sont donc transférées de façon sécurisée à notre serveur Ascent. Cette application est complètement open source et notre idée est d'être complètement transparent sur la chaîne des traitements qui est déployée dans cette application. Prochaine diapositive. Une fois que les données sont dans le serveur, nous avons différents modules dans ce cloud.
un ensemble de modules concerne ces applications web qui nous permettent de monitorer les données qui ont été téléchargées sur la plateforme, qui nous permettent de faire une annotation interactive des premiers résultats de notre traitement. Par exemple, l'exemple que vous voyez, il y a des signaux des électrogrammes acquis par des prothèses. Et après une première étape de détection, nous pouvons demander à des experts, des médecins, de venir annoter des événements ou corriger des événements sur cette interface afin d'ajouter de la valeur sur cette base de données. Vous le savez bien, ce sont ces annotations et cette expertise ajoutée qui ajoutent donc de la valeur à la base et qui, en plus, ce sont les éléments qu'on utilise pour tout mécanisme d'apprentissage automatique supervisé. Nous avons aussi des applications web sur ce serveur qui nous permettent d'évaluer la qualité des données. Prochaine diapositive. Et puis ensuite, il y a un troisième module de traitement de données dans lequel nous appliquons les différentes chaînes des traitements ou des méthodes de traitement du signal et des données en général que nous avons pu développer depuis des années. Ça intègre du filtrage, de l'amélioration du rapport signal sur bruit, de l'estimation de la qualité, de la segmentation, jusqu'à l'application, l'apprentissage des modèles supervisés ou non supervisés, avec un volet particulièrement fort sur les aspects interprétabilité et proposition des marqueurs numériques. Et ce que vous voyez à gauche, c'est un exemple. Vous voyez un signal électrocardiographique avec la détection de chaque battement qui a été réalisé donc dans le serveur. Et nous pouvons, pour chaque battement détecté, extraire tout un ensemble des caractéristiques que vous voyez en bas à gauche. Et ensuite, à partir de cet ensemble des caractéristiques qui sont dynamiques, on les voit, ces différentes caractéristiques dans le temps, appliquer nos méthodes d'apprentissage automatique. Prochaine diapositive. Voilà, aujourd'hui, cette architecture est dans un état de prototype fonctionnel et nous nous préparons aujourd'hui au déploiement de cette plateforme de façon tout à fait alignée avec ce que vient d'être dit auparavant. Ça veut dire la meilleure façon de s'intégrer dans un écosystème partagé et commun sur les dispositifs, en particulier des actions santé numérique. Et cette plateforme est utilisée déjà donc, dans des projets qui sont en cours. Par exemple, la chaire qui nous rejoint aujourd'hui. Il y a aussi à noter une thèse de doctorat qui est cofinancée par la chaire et un projet local financé par l'ANR, projet AI for SDA. Évidemment, nous participons à tout un ensemble des propositions autour de ces domaines, notamment le PEPR et l'AIM santé numérique ou encore des projets européens. Mais je voudrais finir par un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui démontre cette ambition et cette faisabilité de travailler tous ensemble vers un but commun qui est évoqué aussi. Prochaine diapositive. C'est l'Observatoire national des prothèses implantables communicantes, ou le consortium DAIPP. C'est une initiative qui a été initiée il y a une dizaine d'années par Serge Boveda de la clinique Pasteur à Toulouse et Éloi Marijon à la PHP et du 3IA Prairie, et que j'ai rejoint relativement récemment en tant que coordinateur scientifique. Et l'objectif de cet observatoire est de créer une cohorte en vie réelle de 10 000 patients avec ces implants communicants qui seront suivis pendant 10 ans et appliquer ce type de méthodes dont je vous ai parlé, que je vous ai présenté aujourd'hui, pour proposer de nouvelles approches thérapeutiques et diagnostiques. Aujourd'hui, dans ce protocole, dans ce projet DAIPP, il y a 17 CHU qui sont impliqués. Les inclusions sont d'autour de 3500 patients suivis. Et si vous voulez plus d'informations, il y a le site web qui est assez complet sur les informations de ce système. Prochaine diapositive. Je voudrais juste finaliser par remercier encore Medtronic pour le support pour cette chaire, de remercier les 2 postdocs qui ont fortement travaillé avec nous dans cette chaire, Raphaël et Sandy. Vous voyez, Radi vient de Raphaël et Sandy.
Et nous restons, Philippe et moi, à votre disposition pour répondre à des questions.